Les gens ont commencé à envoyer les messages. C'est sur ton téléphone. Voilà, ils sont en Voilà, bonsoir. Je vous remercie d'être venus nombreux pour écouter ce que j'ai à dire ce soir. J'ai pris l'initiative de faire un direct visage découvert parce que je estime que l'heure est grave. Il est question aujourd'hui que chacun de nous assume publiquement ses positions. Donc, je vous ai dit en commentaire que pour ce soir, nous allons parler du cas de Coco Argenté. Nous allons parler du problème du tribalisme dans notre pays. Nous allons parler des perspectives, des moyens pour lutter contre la xénophobie, parce que c'est de ça qu'il s'agit dans notre pays, de lutter contre toute forme d'extrémisme, de radicalisme au niveau politique dans notre pays. Donc, j'attends que vous soyez un certain nombre pour démarrer, parce que j'ai des amis qui ont promis de regarder, donc j'attends qu'ils soient là, parce qu'ils devront intervenir. Bonsoir Valérie Amougou, bonsoir ma soeur, bonsoir, bonsoir. Voilà, j'attends que vous soyez partagés, c'est comme ça que ça se fait, partagez le direct. Sinon, si le direct est signalé, il va être coupé. Donc, je vous prie de bien vouloir envoyer les cœurs et de partager la vidéo. Je ne veux pas perdre mon compte parce que on va dire les choses sérieuses ce soir, on va les dire exactement comme elles sont. Donc, je vous prie de bien vouloir partager la vidéo. Dès que nous sommes 100, je lance le direct. Voilà, maintenant nous sommes 100. Je voulais dire à ma soeur Coco Argenté, je ne vais plus revenir sur tout ce que j'ai exprimé dans le long message, la longue lettre que je lui ai faite. Et je suis sûre qu'elle a reçu ce message. Je voulais tout simplement lui expliquer que nous, les gens du Djaïlobo, nous dans le sud, nous sommes attachés à certaines valeurs qui sont traditionnelles. On n'a rien contre les autres. Dans le Djaïlobo, nous avons une phrase qu'on dit souvent que c'est-à-dire que nos frères, nos sœurs, c'est comme le sang de la langue. Quand tu te mords la langue, tu dois avaler, tu ne dois pas recracher. Et le fait pour elle d'avoir recraché, d'être venue dans nos meetings, soutenir notre frère, le président Paul Biya, nous avons été sérieusement affectés. Oui, moi je n'ai même pas dormi parce que je ne comprends pas qu'est-ce qui est arrivé à Coco. Parce que quand on lit ses positions, ses prises de position publiques, on comprend que c'est quelqu'un qui est attaché à nos valeurs culturelles, qui promeut notre culture et qui, par ricochet, doit savoir que dans le Djaïlobo, d'où elle est originaire, il n'y a pas de place
à un certain type d'attitude. Donc nous avons été profondément déçus. Je prends la parole en tant que petite fille du chef, la personne qui a fondé Nkola Fundek. Elle me connaît, connaît ma famille, connaît mes grands-parents. Et je lui dis toute notre déception. Mais derrière cette attitude de Coco Argenté, au-delà de ce message, cette vidéo d'excuses qu'elle a fait pour auprès de la brigade anti-Paul Biya, c'est comme ça que je l'appelle, parce que quand je sais qu'au Cameroun, ceux qui importent la sardine, parce que la sardine, on ne fabrique pas les sardines au Cameroun, ceux qui importent la sardine au Cameroun, c'est bien les personnes originaires de l'Ouest Cameroun. Ceux qui fabriquent le pain au Cameroun, moi j'ai cherché, aucune boulangerie n'est tenue par un boulot. Donc je pense que, ou par un petit, tous ceux qui ont les Santa Lucia et autres qui ont les boulangeries et qui vendent les sardines, c'est bien des gens de la région de l'Est, de l'Ouest. Donc pensez que appeler les soutiens de Paul Biya sardinard est quelque chose de péjoratif. Nous mangeons le serpent, nous mangeons la vipère, nous mangeons le bois. Et quand vous voyez des gens qui sont capables de manger la vipère et manger le bois, ça veut dire que ce sont des gens qui sont parés à toute éventualité. Ma soeur Coco Argenté est prise dans un étau. Elle est sponsorisée par des gens de l'Ouest Cameroun, les Bamileke. Et je sais par expérience que quand vous traînez avec les Bamileke ou quand vous traitez avec eux, ils aiment bien que vous partagiez leurs valeurs, que vous partagiez leurs convictions. S'ils aiment manger quelque chose, vous devez leur montrer que vous aimez ça. C'est comme ça partout, même en Russie. Si vous voulez traiter avec les Russes, ils vont vous imposer d'aller prendre la bagne avec eux. C'est comme ça qu'on traite avec eux. Donc je comprends qu'elle est prise dans un étau. Elle a été obligée de venir faire un mea culpa parce que ses producteurs lui ont dit, écoute, nous on a misé de l'argent. Si tu as été cité blacklisté par la brigade anti-sardinard, tu dois présenter tes excuses. Et je suis convaincue que c'est dans ce sens qu'elle a fait. Et parce que je suis convaincue qu'elle est consciente de l'erreur qu'elle a commise, je vous demande, vraiment, je n'ai pas parlé avec elle, je demande à mes frères et sœurs de pardonner à Coco Argenté. Parce que je vous ai redit au début de cette vidéo que de la même manière que je défends le Paul Biya. Je veux vous dire que ma famille et moi, nous pouvons dire que pendant tout le régime de Paul Biya et les emprisonnements et tout, nous avons souffert. Mais on n'oublie pas aussi que c'est notre frère qui est au pouvoir et que nous avons l'obligation de le soutenir. Pour moi, si j'ai un problème au Cameroun, je ne vais pas dire que c'est à cause de Paul Biya que j'ai ce problème. Mais parce que c'est mon frère qui est là, je dois me soutenir, continuer à le soutenir jusqu'à ce qu'il laisse au pouvoir. Ce dont il est question aujourd'hui et notre combat auquel je vous appelle tous, c'est que nous sommes en train de préparer l'après-Biya. Nous sommes déjà en train de préparer l'après-Biya maintenant parce que je ne suis pas certaine qu'il y aura un autre mandat après celui-ci. Les petits doivent voir ce qui se passe. Vous les petits, vous devez voir ce qui se passe. Parce que pendant 36 ans, on vous a baigné en vous disant que vous avez le pouvoir. Vous avez instauré l'individualisme comme un mode de vie. Chaque bêtier de son côté, la vie est bien et tout. Mais aujourd'hui, les autres qui ont vécu en toute solidarité vont vous montrer ce que sera l'après-Biya. Parce que ce n'est que le début. Ce n'est que le début de vous interdire l'accès à certains milieux. Ce n'est que le début de vous insulter en direct dans les médias. Ce n'est que le début. Parce que aujourd'hui, ils ne sont pas encore... ils sont encore en train de se préparer pour savoir où ça vous fait mal. Et là, ça a commencé à faire vraiment mal parce que interdire la production de notre culture Beti sur le territoire européen, interdire que nous les Beti, qui sommes exilés aussi peut-être à cause de la vie qui est dure au pays, les conditions de vie qui ne sont pas faciles, nous sommes aussi exilés comme eux, ils nous empêchent d'écouter notre culture. Et je vous dis que ce n'est que le début. Je ne suis pas aujourd'hui pour vous donner des stratégies, comment vous réunir, mais je sais que ce qui se passe aujourd'hui parle à votre intelligence. Quand on parle du tribalisme au Cameroun, je ne sais même pas... Des fois, les gens tiennent des débats. Les intellectuels camerounais aiment tenir des débats parce qu'ils ont des convictions alimentaires. Mais dans un État où vous voyez la constitution qui consacre la chefferie traditionnelle. En France, il n'y a pas le chef traditionnel de Paris. Il n'y a pas le chef traditionnel de Nantes, non. C'est les institutions républicaines qui priment. Mais nous sommes dans un pays
je veux dire, ou qui a instauré un bicéphalisme institutionnel. Quand vous êtes à Bafoussam, il y a le sous-préfet de Bafoussam, il y a le préfet de Bafoussam, mais il y a aussi le chef des Bafoussam, qui est un auxiliaire de l'administration camerounaise, qui a son mot à dire. Il est là pour les Bafoussam. Quand vous arrivez à Sambelima, il y a un chef à Sambelima. Vous arrivez dans les villages, il y a des chefs. Ça signifie que nous sommes organisés en tribus. Et comme nous sommes organisés en tribus, c'est le tribalisme. Donc là, si on veut lutter contre le tribalisme, nous devons demander l'abolition de toutes les chevaleries traditionnelles. Et que prime simplement les institutions républicaines. Là, on pourra dire, je suis Camerounais et rien d'autre. On doit bannir l'utilisation des langues vernaculaires et utiliser uniquement la langue nationale. Mais je vais vous dire que vous vous trompez de débat parce que même là où je vis ici, en France, je suis en Bretagne. Vous allez trouver qu'il y a des partis politiques, des Bretons qui défendent la culture bretonne, qui défendent les valeurs bretonnes. Nous avons voulu la décentralisation au Cameroun. Dès lors que les institutions de la décentralisation seront mises en place, il y aura des partis qui seront là pour défendre les Boulous. Il y aura des partis pour défendre les Bafans. Il y aura des partis, il y aura les représentants des Bafans aux assemblées locales. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc le débat n'est pas de dire il faut une inféodation d'une certaine culture. C'est-à-dire que nous tous nous devons réfléchir pareil, personne ne doit plus revendiquer son identité ethnique. Ce n'est pas de cette façon que nous allons construire le Cameroun. Nous allons construire le Cameroun en nous respectant, en nous respectant mutuellement. Je ne sais pas pourquoi je vais être insulté parce que je revendique mon identité boulou. Il n'y a pas de raison à ce qu'on me stigmatise parce que j'accepte ma culture, parce que je la défends. Si on ne peut pas combattre le colonialisme, parce que j'ai entendu aujourd'hui une vidéo dans laquelle les gens criaient « Abat la France-Afrique ». Mais venez nous demander de gober toutes les institutions que les Blancs nous ont vendues sans essayer d'insérer nos propres valeurs africaines. C'est un double langage, c'est pour ça que je dis, trop d'illettrés se sont emparés du débat public. Donc il est question pour nous de restituer les choses telles qu'elles sont, d'appeler chat, chat et d'appeler chien, chien. Au Cameroun, on a l'impression, si quelqu'un qui ne connaît pas le Cameroun, il arrive et il nous écoute, on aura l'impression qu'il y a deux ethnies au Cameroun. Il y a d'un côté les Beti et de l'autre les Bamileke. Or, notre pays est riche de sa diversité, avec 250 ethnies. Nous avons 250 ethnies au Cameroun. Mais quel est le problème qui se passe aujourd'hui entre les Beti et les Bamileke? Ce qui se passe au Cameroun, je peux parler pour nos enfants qui vont entrer dans ce débat sans savoir, parce que vous êtes 646 là à m'écouter, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent rien du Cameroun, qui sont ici en Europe depuis des années, ou alors n'ont pas eu la chance d'aller à l'école à un certain niveau pour comprendre certains rouages. Et même ceux qui sont allés à l'école n'ont pas eu la chance d'avoir les parents au pouvoir, aux manettes, comme par exemple, moi j'ai eu la chance d'avoir un grand-père, Pierre Milomodjo, qui a été directeur de la sécurité présidentielle, délégué général à la Sûreté nationale, c'est le renseignement du pays. J'ai eu mon père qui a été ministre, donc j'ai un certain nombre d'informations que je peux partager avec vous. Et c'est de ça qu'il s'agit quand on crée la plateforme de Facebook. Ce n'est pas pour seulement faire des invectives, mais c'est pour partager aussi nos convictions. Ceux même qui sont contre nous doivent venir aussi nous écouter pour savoir quelles sont nos revendications et comment nous pouvons nous mettre ensemble pour essayer de penser les blessures. La colère gronde au Cameroun, les gens sont en colère et de tous les côtés. Et cette colère doit être entendue. Sinon, ce n'est que le début de quelque chose que nous ne pourrons pas arrêter. Ce n'est pas simplement la brigade anti-Paul Biya, comme je l'ai baptisé, qui est en colère. Moi, je suis en colère. Ma soeur est en colère, ma grand-mère est en colère. Tout le monde est en colère. Et je vous dis que cette colère est contenue tout simplement parce qu'on se dit, c'est quand même notre frère qui est devant. On ne le paralyse pas. Parce qu'on ne vous mente pas. Vous avez vu le score du Dja Lobo. Tant que Biya, même s'il est candidat à 150 ans, dans le Dja Lobo, il aura 100%. Parce que, on ne cherche, pour moi, je vais vous dire, je ne suis pas du RDPC.
Je ne suis pas dans le RDPC, je ne suis pas militant du RDPC. Donc je ne vote pas les députés RDPC, je ne les vote pas. Mais j'ai dit, tant que Paul Biya est là, moi je soutiens Paul Biya. Je ne cherche pas à savoir si ce qu'il fait est bien, si sa politique est bien, non. Je ne questionne pas. Je laisse le choix à d'autres de questionner. Parce que j'ai une obligation morale en tant que Boulou de soutenir mon frère, de voter pour lui. Je ne vous demande pas d'avoir cette conviction, mais c'est ma conviction culturelle. Je vous ai dit, dans ma culture, on dit, je ne peux jamais cracher sur Paul Biya publiquement. Mon père est en prison depuis 4 ans sans jugement. On ne sait pas ce qu'il a fait. Mais il est en prison. Mais ce n'est pas pour autant que je viendrai sur les réseaux sociaux cracher sur le président Paul Biya. Ou cracher sur le régime Paul Biya. Jamais. Parce que c'est mon éducation. Pour moi, ce n'est pas Paul Biya qui a mis mon père en prison. C'est la République du Cameroun. La justice du Cameroun. Et je n'ai rien contre le Cameroun parce que je suis une républicaine. Je respecte les institutions républicaines. Moi-même, j'ai été ébranlé. Je ne recherche rien au Cameroun, je vis aujourd'hui en France. Mais je continue à dire qu'on n'a qu'un seul pays. Et si vous n'avez jamais connu l'exil, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est qu'avoir son pays en paix. Vous ne pouvez pas aimer votre pays si vous n'êtes jamais sorti de votre pays. Donc vous qui êtes au Cameroun, je vous dis, vous avez beaucoup de chance de vivre dans un pays qui est stable. Parce qu'ailleurs, la guerre fait des ravages. Je rencontre d'autres Africains qui sont en France. Parce que chez eux, ils ne peuvent plus retourner, même en vacances. Parce que là-bas, c'est la mort, c'est le chaos. Mes chers frères camerounais, vous avez beaucoup de chance d'avoir le pays. Donc, je vous parlais de notre colère collective. Nous tous sommes en colère. Le pays a traversé des étapes très difficiles. 25 ans de crise économique. Notre pays a connu la crise économique. Paul Biya a décidé qu'au lieu de licencier nos parents qui étaient fonctionnaires, parce que le FMI lui a demandé de licencier, de diminuer les charges de l'État, parce qu'au Cameroun, c'est l'État qui est le plus gros employeur. Il s'est dit, comment je vais faire avec tous ces gens qui ont des enfants, des familles? Je préfère diminuer les salaires des gens. Il a diminué les salaires. Il y a eu la dévaluation du franc CFA. On a eu la guerre avec Bakassi qui a pris beaucoup d'argent, les hommes et tout ça. Mais nous avons été ensemble. Nous avons fait tous ces combats ensemble. Nous avons supporté toutes ces crises ensemble. D'où vient-il que maintenant, quand on est sûr que, quel que soit le cas, Paul Biya ne pourra pas se présenter, je ne suis pas Dieu, mais il a conscience qu'il est temps qu'il prépare le pays vers une autre voie et de passer la main. C'est nous qui avons appelé Paul Biya à se présenter et il a écouté nos voix. Mais je vous dis aussi que ce mandat, je pense que c'est le dernier que nous lui avons accordé parce qu'il a suffisamment travaillé et nous remercions Paul Biya pour tout ce qu'il a fait pour le Cameroun. Parce que s'il n'y avait pas un homme de sagesse à la tête de ce pays, il y a longtemps qu'on aurait déjà sorti les couteaux. Mais Paul Biya est un homme de paix. Je ne suis pas en campagne parce que vous l'avez déjà élu, il est président du Cameroun. Mais je viens qu'on se parle face à face, en se regardant dans les yeux. Pour qu'on se dise les vérités. Je parlais du problème entre les Beti et les Bamileke. Quand les Bamileke ont été torturés pendant le régime Ahidjo, qui pensaient que leur position de ne pas vouloir la colonisation, de vouloir détruire les institutions républicaines parce qu'ils étaient dans le maquis, Ahidjo avait décidé de les isoler. Donc un Bamileke, pour qu'il quitte sa région pour un autre, même quelqu'un d'autre, si tu habitais une autre région, tu n'avais pas le droit de te déplacer dans le Cameroun comme tu voulais. Paul Biya est arrivé, il a trouvé que c'était une injustice. Que c'est un peuple travailleur, c'est un peuple... voilà, ils sont camerounais. Vous savez, je vous dis que Paul Biya d'abord, c'est un philosophe, il a fait beaucoup de philosophie. Il pense qu'au nom de l'égalité, on ne peut pas stigmatiser une frange de la population camerounaise. C'est comme ça qu'il décide de réparer cette injustice historique. Les Bamileke s'installent partout. Les Bamileke se sont installés partout. Parce que Paul Biya n'est pas seulement... Il a été premier ministre du Cameroun. Il a été directeur du cabinet civil. Donc il connaît ce pays, il connaît les gens de ce pays, il connaît sur quel levier il faut appuyer pour que le Cameroun soit en paix. C'est pour ça que je vous disais que au Cameroun et même en Afrique centrale, en Afrique subsaharienne, il n'y a pas un homme politique de la trempe de Paul Biya. Il a su que si le Cameroun voulait quitter d'une étape
avec une économie embryonnaire. Et tant qu'aujourd'hui on parle d'émergence, il fallait faire confiance à ce peuple travailleur, le peuple bamileke qui est un peuple travailleur. Paul Biya leur a donné des moyens. Il leur a donné l'accès au crédit. Il leur a donné la possibilité d'acheter les terrains. Je vous dis qu'en Indonésie, par exemple, vous n'avez pas le droit d'acheter un terrain dans une ville qui n'est pas votre village. Mais ça, vous ne savez pas parce que vous n'avez jamais voyagé. On vous met un terrain en location, comme certaines villes aussi au Mexique. Vous avez le terrain en location, mais ce terrain ne vous appartient pas. C'est la loi et les gens vivent comme ça. Mais au Cameroun, grâce à Paul Biya, tu peux décider d'aller acheter le terrain n'importe où et tu t'installes là. Et la constitution de notre pays a statué le fait que tout Camerounais est chez lui partout. Oui, nous sommes d'accord. Mais quand vous arrivez quelque part, respectez la culture des gens que vous avez trouvés. Respectez ces gens et on va vivre sans problème. Les Bamileke ont décidé de venir vivre avec nous dans le sud et dans le centre. Je parle parce que avant Paul Biya, la région s'appelait centre-sud. On ne s'appelait pas sud et centre, non. C'était la région centre-sud avec capitale Yaoundé. Paul Biya a estimé qu'étant donné que c'est une grande région, c'est une grande province, il faut la séparer en deux. C'est ainsi que vous avez vu que les Boulous et les autres ont déjà leur province, leur région qu'on appelle aujourd'hui, et les Ewondo sont ailleurs. Mais nous, avant, nous étions tous dans une même région. Vous avez décidé de venir vivre avec nous. Vous devez respecter notre façon de voir les choses. Le fait de soutenir Paul Biya, nous les petits, sachant que c'est notre frère, ne doit pas devenir l'objet pour que vous crachiez sur nous. Parce que si vous aviez appris notre culture en venant vivre avec nous, vous savez que un petit soutient toujours son frère parce que c'est notre tradition. Nous sommes obligés de le soutenir. C'est pas parce que c'est nous qui profitons du régime, non, pas du tout. J'ai publié la vidéo de Coco Argenté dans le village de ma mère. Le village de mes grands-parents. Il n'y a même pas de route. Il n'y a aucune maison en dur. Donc quand je vois Coco Argenté se battre parce qu'elle a les gombos, je n'ai pas vu à Ankola-Fundo qu'une maison à étage, on me dit que c'est Coco Argenté qui a construit. Je n'ai pas vu une route goudronnée. Mais nous vivons dans une précarité extrême. Mais nous avons toujours vécu comme ça et nous sommes bien de vivre comme ça. Parce que le goudron, c'est le blanc qui a fabriqué. L'électricité, c'est le blanc qui a fabriqué en fonction de ses besoins. Vous avez inventé quoi pour réclamer aujourd'hui? Vous voulez de l'eau, creuser des puits? Moi, je bois l'eau du Dja. Ça coule derrière ma porte, dans ma maison. Je ne me plains pas. La nature m'offre ce que je mange. Je ne me plains pas parce que c'est ma culture ancestrale. J'ai toujours vécu comme ça. Vous ne pouvez pas développer le Cameroun en vous basant sur les inventions, sur les créations d'autres personnes. Vous serez toujours dépendant. Pensez votre avenir. Pensez votre développement. Donc, les Bamileke, sachez que si vous allez dans cette voie avec les petits, ça va mal se passer. Parce que de vous à nous, vous savez que les terrains que vous avez eu à Yaoundé, que vos parents ont eu à Yaoundé, vous ne les avez pas achetés. En 1974, il y a un gouverneur Bamileke dans le centre-sud. Quand les Bamileke arrivent chez nous, ils commencent à venir nous dire, voilà, je veux une petite portion de terre, je vais élever mes chèvres, On a accueilli, c'était des gens, on nous a raconté leur histoire, on était touchés, on a dit non, installez-vous, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en 1974, il y a une loi qui est adoptée, qui dit que toute personne qui est installée sur une terre avant 1974, cette terre lui appartient. Donc, les gens qui sont arrivés s'installer à Yaoundé n'importe comment, ces terres sont devenues leurs terres. Donc, vos parents, vous les Bamileke, n'ont pas acheté les terrains. C'est une loi qui a fait que ces terrains soient à eux. Ils n'ont jamais acheté le terrain. Pour qu'aujourd'hui, vous nous traitiez de jouisseurs, des gens qui ont vendu leur terrain et qui n'ont plus de terrain. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que le lobby Bamileke a eu gain de cause en faisant passer une loi qui devait être en leur faveur. Parce que je vous dis que s'il y avait des gens du Sud installés à Bafoussam avant 1974, c'est que j'ai mes grands-parents qui sont propriétaires de terrain à Bafoussam. Mais vous savez que dans notre culture, nous les gens du Sud, nous sommes sédentaires. On ne sort pas. Quand vous avez affaire à un sudiste,
Vous lui dites, va travailler. On t'a trouvé du travail à Yaoundé. Il va dire que c'est trop loin, je ne peux pas travailler. C'est trop loin. Parce que Yaoundé, pour lui, c'est déjà trop loin. Nous ne sommes pas un peuple qui se déplace énormément. C'est pour ça que vous avez vu que nous nous retrouvons seulement chez nous. Et ceux que vous allez voir ailleurs, soit ils sont fonctionnaires, soit ils font des études. Mais vous avez bénéficié de cette loi de la République. Vous ne pouvez pas cracher sur la République camerounaise aujourd'hui. Parce qu'elle vous a tout donné. J'ai parlé du cas du RDPC aujourd'hui en vous disant que moi je ne suis pas du RDPC. Donc ce n'est pas parce que je suis petit qu'on colle directement sur moi RDPC. Non, il y a des petits qui ne sont pas du RDPC, mais soutiennent le président Paul Biya. Pour le moment, je n'ai pas encore adhéré à un parti politique. Je n'ai pas adhéré à un parti politique parce que l'offre politique au Cameroun, je ne vais pas dire qu'elle est pauvre, je dirais qu'elle est insuffisante. Je vais m'expliquer parce que il y a des pratiques dans le RDPC que je n'apprécie pas. Le RDPC a muselé les militants. Ils ont quelque chose maintenant qu'on appelle l'investiture. Ça veut dire que ce ne sont pas les militants qui décident qui va être leur représentant à l'élection législative. On décide que bon, toi c'est toi qui vas aller représenter tel contrée à l'Assemblée nationale. C'est ainsi que vous pouvez voir quelqu'un comme Éric Djongwe. Il est député d'Envourbeti à l'Assemblée nationale. C'est lui le député de Yaoundé 2 à l'Assemblée nationale. Un Bamileke. Il est député d'Envourbeti à l'Assemblée nationale. Et donc moi je dis que si le RDPC représente Éric Djongwe dans le Fundi, ou si le RDPC représente quelqu'un qui n'est pas originaire du centre-sud aux législatives, moi je vais appeler à voter contre le RDPC. Parce que il faut quelqu'un qui entende nos cris quand on va bientôt parler en patois. Le RDPC, j'ai l'impression qu'on a installé le clientélisme. C'est comme c'est devenu un comptoir. Des fois, on apprend qu'il faut donner 100 millions pour devenir sénateur. C'est ainsi qu'on se retrouve avec un parti politique qui a les Féman à l'Assemblée nationale, des anciens Féman qui sont représentants du peuple. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Quelle est l'école? Quelle est la loi qu'ils peuvent penser pour améliorer les conditions de vie des Camerounais? Aucune loi. Donc le président de la République, on lui a donné le pouvoir de continuer, de nous mener vers l'émergence. Mais il doit écouter aussi les cris partout. Je commence par chez moi. Et après, je vais parler des autres. Nous avons été suffisamment dupes jusqu'à aujourd'hui. On pensait qu'on était ensemble. On est même toujours ensemble. Mais nous considérons que le vivre ensemble doit être réciproque. Ce qui se passe chez nous doit se passer aussi chez vous. Quand j'arrive à San Melima, j'apprends qu'une liste aux élections municipales, le RDPC impose aux élections municipales dans le Djailobo, mon département, qui est un représentant des Aoussa et un représentant des Bamileke. Donc, quand vous partez au conseil municipal, il y aura un conseiller municipal là-bas, issu des Bamileke et des Aoussa. On aimerait bien que ce soit aussi comme ça ailleurs. On n'a rien contre ça. On s'enrichit de la diversité. C'est bien qu'à San Melima, il y ait un quartier appelé quartier Aoussa, que Akon soit désormais un quartier des Bamileke. C'est très bien. Mais nous voulons que ce soit pareil aussi dans leur village. Si ces problèmes ne sont pas résolus, je ne suis pas médium. Mais dans 2 ans, tel que ça commence, ça va pas aller. Et peut-être, je crois qu'à la suite des législatives, là, tout le monde va sortir des gonds. Parce que la colère, elle est partout. Et le président de la République doit entendre cette colère. Le président de la République doit entendre qu'il est impensable que les populations originaires du Fundi, de Yaoundé, n'aient pas un cimetière digne de ce nom pour enterrer leurs morts. Parce qu'on a vendu le terrain, l'État a exproprié. Je ne sais pas. C'est impossible. L'État doit penser à offrir un cimetière municipal aux gens de Yaoundé. Parce qu'avant, ils partaient payer chez les missionnaires à Voléé. Aujourd'hui, il n'y a plus de place. Chacun enterre ses morts devant sa maison. Ça ne se fait pas. Les petits n'ont jamais vendu le terrain. Nous le savons de vous à moi.
qu'on n'a jamais vendu le terrain. Aucun petit n'a un grand-parent qui est riche. Et qu'on dit que non, c'est parce qu'il a vendu le terrain. Non, c'est une loi qui a exproprié les petits dès lors que le Yaoundé est devenu la capitale du Cameroun. Et une loi aussi a rendu les étrangers qui vivaient déjà à Yaoundé propriétaires. Donc, ils n'ont pas acheté le terrain. Ils n'ont pas acheté le terrain. Nos parents n'ont pas vendu le terrain pour boire avec. Nous nous appelons les Beti. En langue Ewondo, en langue Beti, ça veut dire les seigneurs. Nous sommes un peuple de seigneurs. Ce n'est pas pour dire que les autres, c'est n'importe quoi. Mais quand le blanc est arrivé chez nous, quand il a décidé d'installer la capitale, parce que ce n'est pas Paul Biya qui a décidé de mettre la capitale à Yaoundé, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est le colon qui a remarqué que nous étions un peuple hospitalier qui acceptait les autres, qui avait une capacité d'assimiler d'autres cultures et de respecter les gens. Ils ont dit, voici un peuple avec lequel on peut travailler. Donc, ils nous ont laissé les rois de l'administration. Parce que l'administration, telle qu'elle est aujourd'hui, les notions d'État, de république, de parti politique, tout ça, c'est la culture occidentale. Vos parents ont rejeté tout ça. Ils disaient que non, nous on veut vivre dans notre tradition, on ne veut pas les choses des blancs. Les nôtres ont accepté d'apprendre. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez arriver chez nous, vous allez trouver un homme de 90 ans qui parle correctement le français. Je vais vous dire que dans mes veines coule le sang de René Djamafan, celui qui a écrit l'hymne national du Cameroun. Je ne sais pas il y a combien d'années aujourd'hui. Pour vous dire que nous, nos parents ont accepté cette culture occidentale. Et c'est sur cette base que nous nous sentons dépositaires d'un certain héritage républicain. La guerre ne viendra pas par nous. Ce ne sont pas les petits qui vont commencer la guerre. Mais ceux qui veulent la guerre, ils la trouveront parce que la colère, elle est partout. À l'époque, au Cameroun, quand il y avait le concours de l'ENAM, on savait qui passait le concours de l'ENAM. Parce que nous n'avions qu'une seule richesse. Quand un homme faisait ses enfants, il vendait ses cacao. C'était pour envoyer ses enfants à l'école. Il n'avait pas autre chose. Et il savait que grâce à l'école, ses enfants vont réussir. Donc nous demandons au président de la République que l'école redevienne un ascenseur social. Nous n'acceptons pas aller à un concours parce qu'on doit faire plaisir à quelqu'un de Tokombere qui a si de moyenne. Moi qui ai passé ma vie, je n'ai pas autre chose à faire mes études. On parle des concours de l'ENAM. Il doit réussir parce qu'on veut l'équilibre régional. Ça, ce sont des choses qui créent des frustrations. Ça crée des frustrations. L'égalité entre tous les citoyens. Si on doit être égaux, pourquoi on doit être discriminé en fonction de l'endroit où on vient? Pourquoi? Parce que je suis du Sud et qu'au Sud, les gens passent leur temps à aller à l'école et qu'ailleurs, les gens, c'est pas leur problème. Mais quand il y a un concours administratif, on doit faire des arrangements. Ça crée un déséquilibre, un dysfonctionnement dans l'État. Donc nous demandons au président de la République, de faire en sorte que l'école redevienne un ascenseur social. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je suis allé à l'école. L'école doit devenir obligatoire. Ceux qui crient dans les rues aujourd'hui, ils ne savent même pas ce qu'ils défendent. C'est parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Parce que s'ils étaient allés à l'école, ils allaient savoir que dans un État démocratique, où la démocratie a été instituée, c'est aussi une forme de dictature. La dictature de ceux qui sont les plus nombreux. Même si Paul Biya a 150 ans, et que sur 20 millions de personnes, il y a 19 millions qui pensent qu'il doit rester là. Vous devez accepter la volonté des 150 000 de la majorité. Vous avez eu raison de voter pour le président Kamto. Mais vous votez pour Kamto uniquement par instinct. Parce que si on suit la logique politique, comme ça se fait, je vous prends l'exemple de la France parce que vous abreuvez de la culture française. Si on prend l'exemple de la France, en France, il y a 2 familles politiques et 3 familles politiques même avec les extrêmes. Il y a la gauche, le Parti socialiste, il y a la droite, les républicains, il y a l'extrême droite qui est le Front national. Maurice Kamto, compte tenu du fait qu'il a travaillé avec Paul Biya, il est de la droite camerounaise. Il était de la droite camerounaise. Ses convictions seront celles de Paul Biya, mais à l'extrême, parce qu'il s'est mis maintenant à l'extrême. Il estime que la tribu des Camerounais
peut être un facteur qui compte dans l'évaluation. Puisqu'il avait dit dans un discours qu'il a tenu au Conseil constitutionnel, s'il y avait un concours pour devenir boulot, je passais. Ça veut dire qu'il va instituer les quotas d'après les cultures. Donc lui, c'est l'extrême droite. Comment vous qui combattez le régime Biya, vous pouvez soutenir quelqu'un qui a partagé les convictions de Paul Biya? Si on part sur la logique politique, vous dites que vous ne voulez plus les vieux au pouvoir, mais vous pensez que quelqu'un qui a 67 ans aujourd'hui est jeune. Non. Quand Kamto vous promet qu'il va aller signer les contrats pour construire les routes, je vais vous dire que la politique, il y a ce qu'on appelle la réelle politique. Vous venez appeler Martin Bouygues, ici en France, on veut l'autoroute Douala-Yaoundé. Qu'est-ce qu'il va vous demander? Je veux la garantie que je vais pouvoir exploiter ma route pendant 30 ans et je vais pouvoir récupérer mon argent. Vous lui dites OK. Sauf que Martin Bouygues, qui est un homme d'affaires, il sait que si le pouvoir politique change, les contrats peuvent aussi être changés. Donc, il va tout faire pour vous maintenir au pouvoir pendant les 30 ans pour qu'il puisse récupérer son argent. Donc, des fois, vous êtes président, mais vous êtes otage des contrats que vous avez signés avec certains partenaires. Donc, quand on dit qu'il va venir chercher Bouygues, la famille Bouygues pour construire les routes au Cameroun, c'est une forme encore de nous mettre sous le joug de la France. Donc ceux qui partent crier aujourd'hui devant l'ambassade du Cameroun, non à la France-Afrique, alors que vous soutenez quelqu'un qui vous dit qu'il va appeler Bouygues, est-ce que vous pensez que c'est la France en tant que Macron qui vient faire la France-Afrique? Non, c'est les entreprises françaises qui viennent en Afrique pour défendre leurs intérêts. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de cohérence dans votre combat. Et je comprends que c'est simplement parce que vous êtes des illettrés. Vous êtes des illettrés et vous embarquez le peuple dans votre ignorance. Quand on sait pertinemment que si en France, il y a les autoroutes qui sont privatisées, c'est parce qu'il y a aussi des routes nationales, c'est-à-dire des routes qui appartiennent à l'État. Si vous voulez faire privatiser toutes les routes, le jour que les employés de Martin Bouygues sont en colère, ou de la famille Bouygues sont en colère au Cameroun, ils battent les routes. Parce que c'est un bien privé. Comment vous pouvez demander à un privé de tenir quelque chose qui est du ressort de l'État, c'est-à-dire de la souveraineté d'un État? Et en France, on sait que si on bloque l'autoroute parce qu'il y a un problème, les gens prennent les nationales. Donc c'est pour ça que le président Biya pense que l'État camerounais doit poursuivre les grands chantiers pour offrir aux Camerounais l'autonomie industrielle, l'autonomie infrastructurelle qu'il faudra pour asseoir sa souveraineté. On n'a rien contre. Moi, j'ai été enseigné par le professeur Kamto. Et je vous dis, et je vous le redis encore, le professeur Kamto, c'est un grand professeur de droit. Mais c'est un mauvais politicien. Parce que en tant qu'homme politique de premier plan, le mot qu'il a tenu en disant que s'il y avait un concours pour être boulot, qui nous laisse au quartier, nous dit ce genre de choses. Mais c'est ce mot-là qui fera en sorte qu'ils ne prennent jamais le pouvoir au Cameroun. Et c'est ce mot-là qui fera en sorte que, et je vous le dis sincèrement en vous regardant droit dans les yeux, pour les 100 prochaines années, ça va être difficile pour qu'un Bamileke soit président au Cameroun. Parce qu'on a vu, les gens ont essayé de voir. Avant, les candidats Bamileke qui étaient là, c'était des administrateurs publics. On avait l'impression qu'on les payait pour être candidats. Pour une fois que les Bamileke présentent un vrai candidat, parce qu'il est d'abord Bamileke avant d'être camerounais. On peut décider de changer de nom aujourd'hui, on peut décider de changer la forme de l'État, comme les anglophones demandent. Si on change la forme de l'État, ah ben, peut-être chaque partie de l'État peut décider de s'appeler autrement. Donc, ce n'est plus évident, ce ne sera pas sûr qu'on va toujours s'appeler les Camerounais. Donc, chacun va d'abord se revendiquer de son village avant d'appartenir à un groupe. On sera d'abord Boulou et ensuite on sera, je ne sais pas quel est le nom qu'on va donner à chaque État qu'on va choisir. Parce que quand on dit fédéralisme, ça veut dire qu'il y aura des États indépendants qui vont décider de se mettre ensemble pour former un État fédéral. Et ce sont des explications qu'un professeur va vous tenir dans une université. Mais si vous n'avez pas la chance d'avoir fait l'université, vous allez venir sur Facebook, tenir les gens en haleine, crier votre haine, alors que vous-même, vous ne comprenez pas quel est le problème. Paul Biya est élu, il n'y a rien à faire.
Mais comment nous allons vivre après Paul Biya? C'est ça qui est le débat aujourd'hui. Paul Biya a fait son temps, il est parti. Quand il y aura un autre candidat, si ce n'est pas mon frère, je vais questionner quel est son programme politique. Ça ne sert à rien de venir m'insulter ici. Vous savez, vous connaissez mes positions intellectuelles. Quand vous venez à un média, quand vous écoutez Éric Zemmour dans les médias, vous savez déjà quelle est la position intellectuelle d'Éric Zemmour. Donc ça ne sert à rien de venir écouter Éric Zemmour pour venir lui dire tu es tribaliste, tu es ceci, ceci. Ça ne sert à rien. Soyez rassurés, ça ne sert à rien de venir me dire oui, ça tribaliste, ceci, ceci. Non, je vous ai expliqué, pour ceux qui me suivent depuis le début, le pourquoi et le comment de chaque chose. Donc, je voulais vous dire que les Bamileke, je vous interpelle ce soir. Moi, je n'ai pas peur de prononcer ce mot. Parce que ceux qui me connaissent savent que dans ma vie de tous les jours, je viens de voir Fautine Puchéry qui vient de m'envoyer un message. Ce sont les Bamileke. J'ai grandi dans les maisons des Bamileke. Mon sang coule dans les veines des Bamileke. Je n'ai pas peur de vous dire ce que je pense. Vous êtes un problème pour le Cameroun. Votre culture est un problème pour le Cameroun. J'ai une amie Bamileke avec qui je m'entendais très bien. Voilà, Puchéry m'envoie encore un message là. Fautine Puchéry, c'est mon amie. Elle ne peut pas me dire que je suis tribaliste, que je n'aime pas les Bamileke. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Mais il faut quelqu'un qui ait le courage de vous dire, des fois, vous faites preuve de méchanceté vis-à-vis des petits. Moi, j'apprécie votre façon de faire. Ça épouse totalement mes convictions. Quand un Bafan a une boutique, quelque part, il y a une autre boutique à côté qui est celle d'un Tchang. Le Bafan va traverser 100 km pour aller acheter dans la boutique de son frère, Bafan. C'est vous qui avez amené ça au Cameroun. Moi, j'ai traité avec vous, j'ai fait mes affaires avec vous. Quand je faisais les marchés, c'est avec les Bamileke que je faisais mes affaires, mes business. Quand tu traites avec un Bamileke, tu te dis non, n'entre pas là-bas. C'est un Baham. Les Bahams sont trop durs en affaires. Allons chercher mon frère Bafan, il est à 200 km. On prend la voiture, on fait 200 km parce qu'on doit aller traiter avec le frère Bafan de mon ami. Et moi, j'ai appris ça chez vous parce que les petits ne sont pas comme ça. Quand j'ai été inquiété au Cameroun, c'est ma grande soeur, même ventre, qui était comme elle est commissaire de police. C'est dans son commissariat que j'étais. Hein. Non, elle a dit que non, c'est la République. Moi, je suis commissaire de la République du Cameroun. Ici, il n'y a pas la famille. C'est mon oncle qui était directeur des affaires pénales. Hein, les gens qui le connaissent. Hein. Il n'a pas dit que non, c'est notre nièce, faisons tout pour la favoriser. Non. Ils ont dit, la loi de la République impose ceci. Va d'abord, tu vas répondre de ce qu'on te reproche. Si tu as raison, on va te libérer. Si tu as tort, tu vas aller en prison. C'est comme ça que les Boulous réagissent. Et nos frères Boulous estiment que aujourd'hui, ils sont en train d'être insultés, alors que de ce régime même, on ne voit pas ce qu'ils ont eu. Ils ne voient pas ce qu'ils ont eu. Nous sommes ceux qui avons payé le plus lourd tribut pendant les 36 ans là. Allez voir nos villages. Allez voir nos routes. Mais c'est notre façon de vivre. C'est pour ça que ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Donc les petits aussi sont en colère. Donc ils attendent seulement la petite. Vous avez trouvé un peuple aussi qui a beaucoup souffert. Parce qu'on se dit que c'est à nous qu'on a remis le Cameroun. Nous devons faire preuve. Nous devons être exemplaires. Nous devons montrer l'exemple. Ce n'est pas pour autant que tous les fils des gens de Yaoundé, alors que les Nam se trouvent dans leur village, sont à l'ENAM. Pas du tout. Ils sont partout, non. Mais chez les Bamileke, quand son frère est quelque part, il recrute tous les gars de son village d'abord, avant de penser ailleurs. Nous, si on a vu ça, on a dit, ah, quand je parle de la région de l'Ouest, c'est peut-être développé, peut-être parce qu'ils y agissent comme ça. Donc, je suis venu aussi dans l'espace public pour proposer aux bêtis que organisez-vous aussi de la même manière. Si ton frère est quelque part, privilégie d'abord ceux de chez toi. Quand on vous dit vous êtes des tontinats, ce n'est pas une insulte. Les tontines de village, c'est ça qui développe les villages à l'ouest du Cameroun. C'est ça qui permet aux jeunes gars, aux jeunes Bamileke de se lancer dans les affaires. Quand 1000 personnes mettent 5000 pour vous remettre que, mets-toi dans la quincaillerie.
tu vas commencer à rembourser un peu. Ça te fait quand même un bon départ. Pourquoi les petits refusent de s'organiser de la sorte? Et quand vous voulez vous organiser, ceux qui profitent de ce système viennent vous dire, ah, vous êtes tribaliste. Tribaliste ne veut pas dire que tu es xénophobe. C'est que nous allons dire que les Bamileke sont xénophobes. Mais les Bamileke se préfèrent. Les Bamileke se préfèrent. Le gars Bamileke qui épouse une fille Betty, sa mère considère qu'il est perdu. Elle ne se cache pas pour te dire ça. Tu es parti épouser une quoi? Moi, je ne vais plus venir chez toi parce qu'elle ne va pas bien s'occuper de moi. Donc, il y a déjà cette présomption qui pèse sur nous, à savoir que nous sommes individualistes. Donc, je suis en train de supplier. Je ne supplie personne. Je suis en train de demander à mes frères du Dja et Lobo. J'ai réagi parce que vous êtes venus dans mon inbox me dire il faut que tu dises quelque chose par rapport à l'affaire de Coco Argenté. Mais en temps normal, je vous dis Coco Argenté, c'est la famille directe. Ce n'est pas que c'est dehors. En temps normal, j'allais rester tranquille. Parce que c'est ma logique. Moi, ma soeur n'a jamais tort. Mais elle s'est trompée. Publiquement, ma soeur n'a jamais tort. Mais au fond de nous, je sais qu'elle a eu tort. Elle a eu tort parce qu'elle est otage. Ce sont les Bamileke qui la produisent. Ce sont les Bamileke qui vont à ses concerts parce que c'est eux qui ont les bars. Quelle est l'association des petits qui a décidé que nous avons une association de 200 membres, de 300 membres? Valérie Amgou est en concert. Allons soutenir Valérie Amgou. Vous n'avez pas ce type d'association-là. Quand on se lève aujourd'hui, on dit oui, il faut tuer les Bamileke, il faut tuer les Bamileke. Non, c'est leur mode de vie qui a permis aujourd'hui qu'ils asseyent leur hégémonie au Cameroun. Mais l'objet principal de ma vidéo ce soir, parce qu'on est déjà très nombreux, nous sommes 1200, je voudrais parler de ce que j'ai vu hier dans la vidéo qui a été diffusée par Max Ivoire. Je ne connais pas son nom. Mes frères de l'Ouest, dans l'espace public, n'acceptent pas leur nom. Je ne comprends pas pourquoi. Vous n'assumez pas vos noms. Qu'est-ce que ça signifie? Tous sont toujours des pseudos. Moi, aujourd'hui, je m'appelle Kadi Jolie, Kadi Marlène Jolie. Je suis mariée à un blanc. Mais j'ai toujours assumé mon nom. Dans sa vidéo, il y a une femme qui s'est levée. Elle dit que Chantal Biya écrit, elle est à visage découvert et c'est un Bamileke qui tient la caméra. Chantal Biya, tu es la plus grosse proxénète du Cameroun, prostituée. J'ai dit, là, je ne peux plus ignorer, je ne peux pas me taire. Donc j'attendais que vous soyez plus nombreux pour que je passe ce message. Mes frères Bamileke, c'est vous qui allez vendre le Cameroun. Je ne comprends pas comment un Bamileke peut s'entendre avec un étranger pour insulter la première dame du Cameroun. Madame Biya n'a pas reçu un mandat, elle a épousé un homme. Dans ses œuvres, elle a montré sa générosité, elle est auprès des pauvres. À la fondation, on ne cherche pas à savoir qui est Bamileke, qui est machin, ceci, non. Cette femme est toujours restée apolitique. Si on parle de quelqu'un qui est apolitique, parce que je connais des couples où la femme est une vraie politique. Elle tient des meetings. Vous n'avez jamais vu Chantal Biya dans un meeting. Vous n'avez jamais vu Chantal Biya même faire une vidéo pour dire votez mon mari. Non. Elle est là pour son mari, pour soutenir son mari. J'ai eu mal de voir une femme comme moi prendre la vidéo pour l'insulter. Vous l'avez vu où? C'est une fille, une femme avant d'être mariée, je ne pense pas qu'elle avait même déjà mis les pieds en Europe. Elle est métisse, certes. Mais avant le mariage, je ne sais pas si elle était déjà venue en France. Pour dire que peut-être avant, elle faisait le piment sur Viva Street. Non. C'est une fille de famille. Je ne vais pas accepter que une femme l'insulte. Quand j'ai vu des gens insulter votre général Barra, là, elle s'appelle Suzanne Barra. J'avais estimé qu'il n'y avait pas matière à ce que j'intervienne, tout simplement parce que j'estime que quand on est dans un combat politique, les gens peuvent venir d'ailleurs, de d'autres pays, pour venir soutenir. Vous voyez ici en France, quand il y a eu la guerre mondiale, il y a des gens qui sont venus des États-Unis, du Canada, pour venir lutter pour la liberté de la France. Donc pour moi, il n'y a pas de problème à ce qu'un Gabonais, un Tchadien vienne rejoindre ceux qui luttent pour des convictions au Cameroun. Pour moi, il n'y a pas de problème. Mais si vous venez déjà, au lieu de présenter des arguments pour insulter nos parents, pour insulter nos sœurs, pour insulter nos pères, ce n'est plus de la politique. Donc je demande à toute personne
qui se sent blessé en tant que Camerounais de répondre à cette dame, à la façon des petits. Parce que quand une femme est insultée publiquement par une autre femme, les petits ont une façon de répondre. Donc, on va lui envoyer une réponse à ce général Barra. Dans la vidéo de Max Ivoire qu'il tournait pour venir boycotter le concert de Coco Argenté, j'ai entendu dire, après les artistes, j'avais déjà dit ce que j'avais à dire sur les artistes et sur la culture camerounaise. Je ne vais pas revenir dessus parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo de 5 heures. Mais ce qui m'a interpellé, c'est qu'ils disent maintenant, après les artistes, on va boycotter le 8 mars au Cameroun parce que le marché de vente de pagne est un marché de Chantal Biya. Je suis allé dans les statuts de la SICAM pour comprendre comment le 8 mars pouvait être le marché de Chantal Biya. Tout le monde peut aller regarder. Hein. La SICAM n'appartient pas. La SICAM qui produit les pagnes n'est pas une propriété de Chantal Biya. Comment ça va devenir son business? Simplement parce qu'aujourd'hui, c'est nos droits que nous avons obtenus en tant que femmes que vous voulez boycotter. Vous les terroristes du MRC. Vous la branche armée du MRC. Votre parti est un parti tribal. Et quand on connaît la tribu Bamileke, on sait que la femme n'a pas la parole chez les Bamileke. Donc je ne sais même pas si vos femmes défilent souvent. Hein. Parce que moi je connais la culture Bamileke. La femme n'ouvre pas la bouche. Elle ne revendique pas ses droits. Vous avez décidé de nous empêcher d'aller exprimer notre joie, d'avoir eu le droit à l'égalité et que vous allez désormais nous déshabiller. Moi, je m'engage pour le 8 mars, je serai à Paris. Je vais défiler avec le pagne du Cameroun. Je n'ai jamais porté le pagne du Cameroun. Hein. J'avais estimé, et je l'avais dit dans une interview que j'ai accordée à Canal 2, les raisons pour lesquelles je ne portais pas le pagne. J'ai décidé que je ne portais pas le pagne du 8 mars. Simplement parce qu'au Cameroun, dans certains milieux, dans certains lieux de la République, on interdit encore aux femmes d'avoir accès en pantalon. Or, au nom de l'égalité, chacun doit être libre. Au nom des libertés individuelles, tout citoyen doit être libre de s'habiller comme il veut. Sinon, nous aussi, nous allons dire que les hommes à Oussa qui portent les gandouras, c'est les robes. Au nom de quoi on doit interdire aux femmes d'avoir accès à l'Assemblée nationale, d'avoir accès à la présidence de la République avec les pantalons. Et quelquefois, le vice est poussé même très loin. Moi, j'ai souvent vu certaines images des femmes blanches qui venaient au palais de l'unité en pantalon, mais quand c'est des Camerounaises, on dit vous n'entrez pas. Moi, j'ai été victime de ça, j'avais été invitée au palais de l'unité, et j'arrive parce que j'aime bien me mettre en pantalon, en tenue de combat, j'arrive, on me dit vous ne pouvez pas entrer parce que vous êtes en pantalon. Je dis mais pourquoi je ne peux pas entrer? On dit non, non, c'est interdit, j'étais décemment habillée, j'avais un ensemble costume. Vous ne pouvez pas entrer. Donc j'ai estimé que, étant donné que les femmes n'ont pas encore tout le droit au Cameroun, moi je ne portais pas le pagne du 8 mars. Et je l'avais dit sur un média. Mais aujourd'hui, parce que d'autres pensent qu'ils peuvent empiéter sur notre droit, nous femmes camerounaises, de célébrer la fierté d'avoir les femmes ministres, de célébrer la fierté d'avoir des femmes sénatrices, de célébrer la fierté d'avoir le droit de vote au même titre que les hommes, vous voulez nous empêcher de célébrer notre 8 mars. Moi aussi, je vais créer une brigade maintenant. Je vais créer une brigade. Moi-même, vous m'avez vu dans les bagarres, hein, ça ne me dépasse pas. J'enlève mes mèches, je pose à côté, ça ne me dépasse pas. Parce que le droit des femmes dans ce pays, dans ce sol, on ne s'amuse pas avec ça. Le pain du 8 mars, je ne sais pas, vous n'avez pas pensé à vos mamans Bamileke qui cousent les cabas à Yaoundé, à Douala, partout, qu'elles attendent seulement ce 8 mars là, parce que à cause de la friperie, tout le monde s'habille à la friperie, les couturières n'ont pas le marché. Elles attendent le 8 mars parce qu'elles savent que chaque femme viendra coudre son 8 mars. Vous n'avez pas pensé à ces mamans-là qui attendent le 8 mars pour mettre l'argent de côté et envoyer leurs enfants à l'école parce qu'elles vont coudre les cabas. Vous ne pensez pas à ces mamans-là. Vous pensez à vous parce que vous avez une obsession de Paul Biya. On vous a convaincu que si Paul Biya part, les Camerounais vont accepter l'homosexualité.
Parce que comme on te promet que non, l'homosexualité ne sera plus pénalisée. Non, les Africains n'aiment pas l'homosexualité. On sait que ça existe. Mais dans notre culture, on n'accepte pas encore qu'un homme soit la femme d'un homme. Vous devez accepter ça. C'est pas parce qu'on vous a promis ça que vous avez décidé de déshabiller les femmes pour nous humilier. Parce que vous, les homosexuels, vous nous enviez d'être des femmes. Moi, je ne suis pas homophobe. Quand vous n'avez jamais eu un homosexuel dans votre famille, vous ne pouvez pas savoir la souffrance d'un homosexuel. Je comprends la souffrance des homosexuels. Et je leur ai expliqué que dans le contexte africain, quelle que soit la force de nos convictions, quelle que soit la force de nos idées, c'est difficile de faire admettre aux Africains. L'Africain est fier de sa virilité. De faire comprendre qu'un homme peut être une femme. Non. Donc, vous devez accepter que pour le moment, la mentalité africaine ne sont pas encore en adéquation avec certains mœurs. Voilà simplement le débat. Ce n'est pas une raison pour venir nous déshabiller le 8 mars. Parce que votre argument ne tient pas la route. Chantal Biya n'a jamais tenu le business des 8 mars. Jamais, jamais. Vous pouvez vérifier. Jamais. Les affaires du Cameroun, gagner des marchés comme je vois ailleurs. Moi, j'ai vécu en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, tous les enfants du président sont soit ministres, soit directeurs, soit tout ça. Non. Vous n'avez jamais vu un membre de la famille de Paul Biya direct occuper un poste politique. Jamais. C'est pas parce qu'ils n'ont pas les compétences. Hein. Ils estiment tout simplement que un État républicain n'est pas un royaume. Vous ne les verrez jamais. Et la fois que ces enfants ont dit qu'on va un peu passer le concours de l'ENAM, on a vu tout le tapage que ça fait. Vous les Bamileke, vous applaudissez la Guinée équatoriale, vous dites, ah, c'est goudronné partout, les gens ont l'eau, les gens vivent bien. Mais vous ne vous fâchez pas de ce que le dauphin constitutionnel soit le fils du président. Pour vous, c'est normal. Parce que dans les valeurs de l'homme Bamileke, la valeur absolue, c'est l'intérêt. Tant qu'il a son intérêt, quelque part, il est à l'aise. Acceptez que d'autres cultures, que ce soit pas l'intérêt, que ce soit pas l'argent qui soit la valeur absolue. L'argent ne peut pas être une valeur morale. L'argent, comme vous aimez l'argent. Quand j'écoute vos discussions, oh, on aura des facilités au port. Oh non, ceci, si comme tu es président. Vous allez avoir les facilités au port comment? Puisque dans le plan d'ajustement structurel, on a demandé à l'État du Cameroun pour rembourser ses dettes. C'est une entreprise française qui s'occupe de tout maintenant parce qu'on estime que le port, il y a beaucoup d'argent qui était dispersé quand c'est uniquement les Camerounais qui partaient. Or, l'État a de l'argent, des dettes qui ont été prises par Aïdjo, que les enfants de mes enfants doivent payer. Comment faire pour trouver l'argent? On a demandé à un partenaire de venir nous aider. Pareil pour la Camraille. L'État préfère qu'on paye les impôts à l'État que d'aller gérer lui-même certaines choses. Donc vous pensez que quand vous allez enlever Paul Biya, c'est à ce moment que ceux qui gèrent le port, ou alors les engagements que l'État a par rapport au remboursement de la dette, quand tu vas venir dire je ne paye plus les dettes de l'argent, des crédits qu'on a pris. Non, il faut être sérieux. Vous voulez simplement créer le chaos. Or, ce n'est plus nécessaire. Pendant 36 ans, vous avez été avec Paul Biya. Pendant 36 ans, vos parents ont pris des crédits. Après, ils partaient faire les certificats de décès qui sont morts pour ne pas rembourser. Parce qu'ils avaient, dès que tu crées le registre de commerce, tu pars dans une banque, tu prends un crédit, on te donne le crédit, après tu pars faire le certificat de décès et c'est bon. C'est pour ça que les histoires des âges et les noms qui changent là, on sait dans quelle région du Cameroun ça se trouve. Au Cameroun, avant que les Bamileke ne viennent vivre avec nous, on ne savait pas qu'un individu peut construire l'immeuble. Aujourd'hui, tout petit veut construire l'immeuble. Ce n'était pas notre culture. Nos parents allaient à la retraite et rentraient vivre au village dans les cases en bambou. Parce qu'on savait chez nous que la retraite, c'est que tu pars déjà mourir. Donc tu restes là où, proche de ta tombe. Les Bamileke sont venus avec leur culture, nous dit, ah, est-ce que vous savez, un être humain doit avoir 10-15 voitures, un être humain. Parce qu'au Cameroun, quand tu n'as pas l'immeuble, tu n'as pas le terrain à Yaoundé, on t'insulte. C'est ce que je vois sur Facebook. Ça, c'est la culture Bamileke. Chez nous, une fille boule n'a pas besoin de terrain. Parce que c'est qu'elle doit aller en mariage. Et c'est le village de son mari qui est son village. Vous nous avez tellement pénétré. Vous nous êtes entrés dans... Vous nous avez transmis votre culture qu'au Cameroun aujourd'hui, quand on dit la culture camerounaise, les Camerounais, c'est la culture Bamileke. Tout le monde veut être milliardaire. Et comment faire pour être milliardaire? Il faut
voler l'État. Parce qu'il n'y a que l'État qui est riche. Aucun individu, Fosso Victor, son père n'avait pas l'argent. Donc il y a eu quelqu'un qui lui a donné, qui lui a permis d'être où il est. Et c'est l'État du Cameroun. Sowen n'avait pas l'argent. Kati de Fosso, son père n'avait pas l'argent. C'est l'État du Cameroun qui a enrichi toutes ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'ils soutiennent le RDPC. Pourquoi vous ne demandez pas aux Camerounais de boycotter Dove, de boycotter Niki? Ça, c'est les gens qui financent le RDPC. Le secrétaire général du RDPC, c'est un Bamileke. Il a perdu dans son propre village. On peut dire qu'il n'arrive pas à convaincre les gens de son propre village. Mais le secrétaire général du RDPC, et il viendra imposer qui sera le représentant d'Envorbeti à Yaoundé. Nous aussi, nous ne sommes plus d'accord avec cette façon de faire. On doit se regarder dans les yeux et se dire les vérités. Moi, je ne suis pas encore engagé en politique. Je ne tiens pas à langage politique. Mais je vous réitère que si un Bamileke est candidat du RDPC dans la région du centre, dans la région du sud, parce que à la base, je considère que ça a toujours été notre région. Nous sommes du centre-sud. Moi, je viendrai ici sur Facebook demander à battre le RDPC. Donc, vous n'allez pas dire que Betty égale RDPC. Betty n'est pas égal BPC. RDPC. Betty égale soutien à un frère Betty. Betty n'est pas égal à RDPC. Le vice-président de l'Assemblée nationale, c'est un Bamileke. Le président du Sénat, c'est un Bamileke. Donc, vous n'allez pas nous coller l'étiquette que RDPC égale Betty. Non, pas du tout. Ceux qui profitent d'une largesse du régime, des largesses du régime, on sait où ils se trouvent. Moi, j'étais à l'ouest, toutes les routes sont goudronnées, il y a de l'eau partout. C'est pas parce que vous êtes entre... Non, pas du tout. Le Bamileke préfère construire la case chez lui parce que son village, c'est pour le jour qu'on va l'enterrer. Et avoir une belle maison à Douala ou à Yaoundé qui va mettre en location. Mais c'est grâce aux politiques publiques que vos routes sont goudronnées. Certains projets même qui doivent être allés ailleurs. On ne sait pas par quelle alchimie ça se retrouve à l'ouest. Pendant combien de temps les ministres de l'aménagement du territoire ont été de l'ouest? Pendant combien de temps les ministres des travaux publics ont été de l'ouest? Simplement parce que Paul Biya avait estimé qu'il y a une réparation historique qui doit être faite. Il faut un rééquilibrage qui doit être fait. Je ne sais pas s'il s'est trompé. Ce n'est pas à moi de juger sa politique. Je vous ai dit, je ne jugerai jamais Paul Biya. Pour une seule raison. C'est mon frère. Je ne vais jamais le juger. Mais entre nous, on sait qu'on a des choses à se dire face à face. Avant l'arrivée de Paul Biya au pouvoir, personne n'avait jamais dit que les Betty, c'est des voleurs. Parce qu'on savait qu'un sous-préfet Betty, quand il partait à la tête, n'avait même pas une case. Il n'avait rien. Mais si le régime du renouveau s'en va aujourd'hui, nous restons avec l'étiquette que les Betty, c'est des voleurs. Pourquoi? Parce que tous nos parents sont emprisonnés pour vol de l'État. Quelle est cette étiquette qu'au sorti du renouveau, d'où les Betty nous allons avoir? Alors que tous les immeubles qu'on voit à Yaoundé, tous les grosses voitures qu'on voit à Yaoundé ne nous appartiennent pas. On ne sait pas comment quelqu'un qui gagne autant d'argent au Cameroun ne paye pas aussi suffisamment d'impôts au Cameroun pour que l'argent de ces impôts permette à l'État de construire les écoles. Moi, j'ai un parent qui a été membre du gouvernement. Je sais qu'il n'a pas l'argent. Ceux qui sont en prison, là, jugez-les. S'ils ont volé, vous connaissez où sont leurs biens. Arracher leurs biens, ils n'en ont pas besoin. Qu'est-ce que quelqu'un fait avec 15 villas? Moi, je suis en France aujourd'hui. La plupart de leurs enfants en Europe. Qu'est-ce qu'ils font avec les maisons au Cameroun? L'État du Cameroun doit récupérer ses biens. En France, si quelqu'un est accusé de détournement, la seule chose que l'État fait, c'est de saisir vos biens pour pouvoir rembourser ce qu'on vous reproche. À quoi ça sert de mettre quelqu'un en prison pendant 25-30 ans? Vous prenez un homme de 80 ans, vous l'enfermez. Mais ces enfants vont rester bénéficier de l'argent. Donc c'est une affaire de dupe. Et c'est ça qui rend les Camerounais en colère. Les Camerounais ne comprennent pas qu'autant d'argent, qu'on prétende qu'autant d'argent a été volé, mais qu'on ne fasse rien pour récupérer cet argent. Donc ceux qui sont arrêtés, ou ceux qui sont inquiétés, essayez d'aller questionner où ils ont mis cet argent, vous récupérez l'argent, mais vous les laissez partir.
Il y a quelqu'un qui a eu une affaire ici avec la Société Générale. On lui a donné 4 ans de prison. C'était 4 milliards d'euros. Mais on a récupéré tous ces biens. Parce qu'il faut toucher au porte-monnaie. C'est là où ça fait mal. Mais l'idée que le renouveau a montré aujourd'hui, que tu peux finir de voler les Camerounais 200 milliards et tu peux prendre une retraite dorée à Kondengui, personne n'aura peur de voler. Parce qu'on ne travaille pas 100 milliards en 30 ans de service. En gagnant 200 000, 300 000. Donc, ça ne dissuade personne. De savoir qu'à 80 ans, on va venir m'arrêter pour que j'aille répondre de non, ça ne dissuade personne. Mais ce sera dissuasif de dire que toute personne qui a des biens dont la provenance ne peut pas être justifiée, le bien est tout simplement saisi. C'est comme ça que ça se passe dans un État où qui a le souci de la gestion de la chose publique. Et là, tout le monde saura que si j'ai une voiture de 30 millions, je dois justifier d'où me vient cette voiture de 30 millions. Mais moi, je sais pertinemment que c'est des gens, c'était une stratégie politique. Il y a des gens qui ont pensé qu'il faut tuer le RDPC de l'intérieur. Il faut tuer le régime Biya de l'intérieur. Notamment Maurice Kamto, il s'est dit, le RDPC est une machine, c'est, comment on appelle ça? Un vrai serpent de mer. Vous ne savez pas qui est du RDPC, qui ne l'est pas. Parce qu'à l'intérieur du RDPC, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup d'accointances. Donc le RDPC, c'est un parti que vous ne pouvez pas combattre. Le régime Biya, c'est un régime que vous ne pouvez pas combattre. Parce que des fois, comme avec Kamto, il a sa femme qui dort avec lui. Mais c'est sa femme qui donne les renseignements sur tout ce qu'il a envie de faire. Parce que le soir, quand vous rentrez, vous vous couchez comme ça avec votre femme, vous lui dites, ah ma chérie, demain c'est ce que j'ai envie de faire. C'est elle, sa propre femme, qui donne le renseignement. Vous allez m'expliquer comment une femme d'un homme qui aspire à diriger l'État peut continuer à être en service en tant qu'inspectrice des services du ministère des Relations extérieures. C'est-à-dire que tout le chaos que vous voyez dans les ambassades, là, c'est elle qui est censée mettre de l'ordre. Parce que c'est elle qui est l'inspectrice des services. La femme de Kamto. Qu'elle ne démissionne pas en disant que je ne suis pas d'accord avec ce qui se fait dans avec ce régime. Je me mets de côté pour soutenir mon mari. Non, elle continue à travailler. Et quand elle travaille là, c'est parce qu'elle doit rendre compte à ses patrons. Elle rend compte à ses patrons, elle a des patrons. Et les patrons, on sait que l'administration au Cameroun, de quel côté penche l'administration camerounaise. Donc je vous dis, c'est un vrai foutage de gueule. On a vu John Fundi qui a fait pire que Kamto. Mais c'est Paul Biya qui a donné de l'argent pour qu'on enterre la femme de John Fundi. Hein. Donc vous allez vous tuer dans les quartiers. Là. Vous allez empêcher vos mamans de chercher de l'argent en cousant l'épargne. Vous allez empêcher vos sœurs de chercher un peu d'argent. Vous voulez que Coco Agenté s'inscrive sur Viva Street? C'est ce que vous voulez maintenant? Pour dire que, ah voilà l'artiste camerounaise là, elle est là, voilà, les photos sont sur Viva Street. C'est ce que vous voulez? Pour qui et pourquoi? Pour qui et pourquoi? Kamto avait pensé qu'il pouvait venir détruire le système Biya de l'intérieur. Il a aidé à faire arrêter toutes les personnes qui pouvaient être un obstacle pour lui. Parce que c'était lui le ministre de la Justice. Ministre délégué à la Justice, il a suivi les opérations éperviers et tout. Et quand toutes ces personnes étaient en prison, il s'est présenté. Sauf qu'il avait mal mesuré le capital sympathique que les Camerounais ont pour ce vieux papa qu'on appelle Paul Biya. Chaque Camerounais, quand il rentre le soir, après avoir insulté Paul Biya, rentre le soir, il dit que non, si je peux boire ma bière quand même le matin, sans problème, c'est quand même grâce à ce vieux-là. Et les Camerounais, on n'a pas triché. Les Camerounais ont voté Paul Biya. Que ça vous fasse mal, mais c'est comme ça. Moi, je n'attends rien de Paul Biya. Je n'attends rien de Paul Biya. Ma famille, moi-même, nous avons trop souffert. Mais ce n'est pas Paul Biya. C'est la République. C'est la République. La République, elle est froide. La République est froide. La République ne connaît pas que tu es tel, tu n'es pas tel. Donc, je vous parle aujourd'hui, sincèrement. Je sais que nombreux parmi vous venez m'écouter pour insulter, non. Ce qu'on fait quand on fait les commentaires de Facebook, là, c'est pour rigoler. Aujourd'hui, quand je vous montre mon visage, c'est pour vous dire d'arrêter. On va maintenant se parler en se regardant dans les yeux. Les Bamileke, vous faites mal. On ne vous aime pas, peut-être parce qu'on n'aime pas vos têtes. On n'aime pas, non, votre façon de réagir. J'ai une amie,
j'avais une amie Bamileke, dès que j'ai dit que Kamto, sur ma page Facebook, elle est venue m'insulter, les commentaires sont encore là, alors qu'elle a mangé chez moi. Je lui ai demandé, mais attends, tu ne connais pas Kamto, tu ne l'as jamais rencontré. Mais toi, tu as mangé chez moi. Tes enfants ont eu un problème, j'ai donné mon argent. Parce que je dis que je ne supporte pas Kamto, tu viens m'insulter. Vous vous comportez comme si vous avez un instinct grégaire. Que dès que vous voyez un Bamileke quelque part, il faut que vous souteniez, même les yeux fermés. Parce que je ne peux pas comprendre que des femmes comme le docteur Modestine Carole Tchatchouan Wonzu, j'apprécie son énergie qu'elle met pour défendre ses convictions, qui prétend que non, il est temps qu'on donne le pouvoir à la jeunesse, qu'on balaie tout le régime Biya. Le régime Biya, c'est Biya et les gens qui ont travaillé avec lui. Et qu'elle revienne soutenir que non, on doit voter Kamto. Où est la cohérence intellectuelle là-dedans? Si ce n'est que un repli identitaire parce que Kamto est un Bamileke. Où est la cohérence? La cohérence intellectuelle et politique veut que Kamto, qui est de droite, parce que le RDPC est un parti de droite au Cameroun, quelqu'un qui soutient le peuple ne peut pas voter pour Kamto. Kamto est président aujourd'hui, il va venir chercher les gens de Samblima pour travailler avec lui. Peut-être c'est quelqu'un de Samblima qui sera premier ministre. C'est peut-être quelqu'un de Samblima qui sera... Il ne peut pas travailler seul. Le Cameroun, on ne peut pas le diriger seul. Moi, je ne serai jamais candidate à l'élection présidentielle parce que je suis trop clivante. C'est pour ça que je m'en fous. Mais je sais à quoi je peux aspirer dans mon village. C'est pour ça que je me concentre sur les miens, sur mon village. Quand quelqu'un a veut un destin national, il ne clive pas. Quand on dit qu'il est parti partout au Cameroun faire la campagne, je ne l'ai pas vu à Djoum. Je ne l'ai pas vu à Samblima. Ça veut dire que pour lui, les gens de Samblima ne sont pas des Camerounais. Le courage politique pour Kamto aurait été qu'il se rende aussi là-bas. Et qu'on voit à la télé comment on le chasse à coups de gourdin, à coups de je sais pas trop quoi. Mais il s'est dit que ça, les gens là ne valent pas la peine. Il fallait qu'on l'écoute aussi chez nous. Qu'on le voit, qu'on le rencontre. Qu'on écoute et qu'on questionne le changement qu'il nous propose et qu'il nous rassure. Rassurer les petits, les boules, ce n'est pas dire non, je vais donner une retraite dorée à Paul Biya. À Paul Biya, il a 86 ans. Quelle est la retraite dorée que vous pouvez donner à quelqu'un qui a 86 ans et qui est chef d'État? Ce n'est pas ça rassurer. Nous aussi, on voulait sentir que si un Bamileke est au pouvoir, il peut nous respecter dans ce que nous sommes. Il vient nous voir dans nos cabanes. Il touche du doigt nos réalités et qu'il nous dise, écoutez, vous souffrez comme tous les Camerounais. Je vais dire aux Camerounais que ce n'est pas parce que vous êtes de la région du président de la République que les routes sont en nord dans le sud. On aurait voulu entendre ce message de lui. Au contraire, qu'est-ce que nous avons reçu? Nous avons reçu la stigmatisation devant le monde entier. Un homme politique d'envergure qui indexe une petite tribu qui ne fait même pas 1 million de personnes, dont les femmes souffrent et meurent aussi en couche parce que la distance entre l'hôpital d'Onkola Fundek, les gens d'Onkola Fundek chez Coco Agenté, quand une femme est enceinte, elle doit faire 5 heures de temps en route pour aller à l'hôpital de Djoum, accoucher. Les femmes meurent aussi, mais les femmes meurent en accouchant dans le sud, parce qu'il n'y a pas de route. Mais nous sommes conscients de la difficulté de notre pays. Le pays sort de 25 ans de crise économique d'une violence inouïe. Le pays est tiraillé par les institutions financières qui nous imposent des règles, c'est-à-dire qu'ils vous disent on vous donne de l'argent, mais on vous dit ce que vous allez faire avec de l'argent. On vous prête de l'argent, mais c'est nous qui vous disons ce que vous allez faire de l'argent. Si les banques mondiales vous disent, voilà 100 milliards pour la lutte contre le sida. Si tu ne dépenses pas ça pour le sida, tu n'as pas le droit d'utiliser ça pour autre chose. Tu ne peux pas dire, oui, vous m'avez donné 100 milliards pour lutter contre le sida, mais je n'ai pas la route à Samblima. Ils vont vous dire, non, c'est pas pour ça qu'on vous a donné l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a des détournements. Parce que quelqu'un se retrouve avec un budget qui ne lui sert à rien. On va faire des sensibilisations, on va distribuer les préservatifs, on va donner les antirétroviraux. Mais le budget est important. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Vous n'avez même pas le droit de construire un hôpital avec ça. Nous, on a conscience de tout ça. C'est pour ça qu'on continue à dire que nous avons réussi avec Paul Biya à voir le bout du tunnel. Parce qu'aujourd'hui, l'économie du Cameroun affiche une croissance à 2 chiffres.
Donc, je vous interpelle, j'ai tenu à vous interpeller, je vous ai retenu pendant trop longtemps, nous sommes presque 1500. Je vous ai tenu pendant trop longtemps. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et chacun de nous saura désormais sur quel pied danser. Moi, Madame Joly, je ne serai jamais candidate à l'élection présidentielle. Ne venez pas sur mon mur déverser votre colère. Moi, mon père souffre dans sa chair. Mes frères ont souffert dans leur chair. Moi-même, j'ai souffert dans ma chair. Mais je n'ai jamais eu le temps de voir cette conversation, ce moment de vérité que j'ai tenu à avoir avec vous ce soir. En vous disant, ne détruisez pas le pays. Vous n'avez jamais connu l'exil. Quand tu es en exil, même si tu as l'argent, tu vis bien. Tu as même peur de piétiner quelqu'un parce que tu n'es pas chez toi. Je voulais saluer l'attitude des autorités judiciaires de la région du littoral qui ont libéré la journaliste Mimi Mefo. Ils n'ont pas libéré, elle en liberté provisoire. Pour dire tout simplement que ce n'est pas parce qu'il y a une période post-électorale, il n'y a même plus cette période puisque le président a été élu, investi, il a prêté serment, que toute action publique, toute action de la justice doit être interprétée de manière politique. La consécration de la séparation des pouvoirs aussi au Cameroun est un acquis. Et c'est ça qui est aussi l'oxygène de la démocratie. Vous n'allez pas amener la politique ou les problèmes politiques au niveau de l'administration judiciaire. Les juges n'ont rien à voir avec tout ce qui se passe. Ils constatent simplement que quelqu'un a enfreint la loi. Et qu'est-ce que la loi dit? Ils interviennent. La journaliste a pris sur elle de propager des propos dont la véracité n'était pas établie. Elle est une justiciable comme tout le monde. Elle doit répondre de cet acte. Parce que dire que des soldats camerounais ont tué un Américain, vous connaissez l'incident diplomatique que ça peut engendrer et peut-être amener une intervention de l'armée américaine sur le sol camerounais. Vous savez combien de personnes vont mourir? Pourquoi prendre sur soi de propager une telle information? Elle a enfreint la loi. Elle a enfreint la loi, ce n'est pas son rôle. Puisque quand on a fait quelques études de droit, on ne peut pas affirmer de manière péremptoire, alors que tu n'étais pas témoin oculaire, tu n'as aucune source fiable, que ce sont les soldats camerounais qui ont tué le missionnaire américain. On a quel problème avec les États-Unis? Pourquoi on ira tuer ces citoyens américains sur le sol camerounais? Vous savez très bien que les États-Unis ont envoyé près de 300 soldats soutenir la lutte contre le terrorisme au Cameroun. Ça veut dire que les États-Unis sont un partenaire sérieux, un partenaire de confiance pour l'État du Cameroun. Donc ce n'est pas l'État du Cameroun qui a intérêt à tuer le missionnaire américain. C'est ceux qui pensent que ce missionnaire américain peut être peut-être un indice pour l'État qui ont intérêt à l'assassiner. C'est eux qui ont intérêt à l'assassiner. Quel est l'intérêt du Cameroun, l'intérêt du Cameroun de se mettre un partenaire de premier plan comme les États-Unis à dos? Donc il faut aussi un peu réfléchir. Même quand quelqu'un te donne une information, c'est cette affaire de buzz. Tout le monde peut faire le buzz. Tout le monde veut absolument dire ce qui va faire le buzz. Elle s'est retrouvée donc victime du buzz. Donc il faut faire attention avec le buzz. Mais les autorités judiciaires ont aussi respecté les dispositions de la loi qui prévoit que si quelqu'un justifie d'un domicile sûr au Cameroun, la personne peut bénéficier d'une liberté provisoire. Donc elle va répondre de ses actes, le problème n'est pas fini, la justice va se prononcer. Si le compte Twitter, il y a cette affaire de faux compte sur Internet. Si ça se trouve, ce n'est pas le compte de la femme, c'est de la journaliste. Il y a plusieurs comptes ici qui portent mon nom, mais ce n'est pas mes comptes. Si ça se trouve, ce n'est pas le compte de Mimi Mefo qui a diffusé cette information. Donc, laissons le temps à la justice de faire des enquêtes et le moment venu, elle va se prononcer. Mais comme les brigades anti-Paul Biya qui sévissent en Europe est à l'affût de chaque chose qui peut déstabiliser le Cameroun, c'était déjà devenu un objet de revendication. Libérer Mimi Mefo. Mais jusqu'où vous allez aller? Et ce matin, j'ai entendu boycott de la CAN. Boycott de la CAN, mais qui ont les hôtels au Cameroun? Et qui ont les voitures de transport? Vous n'aimez pas vos parents. Quand je pense que nombreux parmi vous
vos parents, vous qui êtes ici en Europe, vos parents ont pris les crédits dans les tontines pour payer la route pour que vous veniez. Si vous voulez paralyser le Cameroun, vous paralysez qui? Nous, nos parents sont des fonctionnaires. Et ceux qui ne sont pas des fonctionnaires vivent au village à faire des champs. Est-ce que vous pensez sérieusement que c'est parce que vous allez paralyser l'activité économique du Cameroun que vous allez punir les Camerounais? Pas du tout. Le Camerounais, c'est quelqu'un qui marche toujours avec 3 plans. Plan A, plan B, plan C. Et je vois que vous appelez les Gabonais. Ces Gabonais qui ont expulsé tous les Bamileke au Gabon. Parce que pour eux, comme nous les gens du Sud qui sommes leurs voisins, eux ils ne nous considèrent pas comme des étrangers. Hein, parce qu'on parlait la même langue. Hein. Pour eux, le Camerounais, eux ils ne nous appellent pas les Camerounais. Hein. Ils nous appellent Magnan, Magnan. Non, quand un Gabonais ou un Équateur-Guinéen me voit, il ne m'appelle pas que Camerounaise. Je suis sa sœur. Ceux qu'ils appellent les Camerounais, c'est les Bamileke. Vous avez vu les conteneurs de Bamileke que le Gabon a expulsés. Et aujourd'hui, vous les Bamileke, vous venez vous mettre avec une Gabonaise pour insulter le Cameroun. Vous n'avez vraiment rien dans la tête. Vous n'avez rien dans la tête. C'est pour ça qu'on vous donne encore 50 ans. Les 50 ans que nos parents ont passé à apprendre la culture du blanc, nous allons encore vous donner ces 50 ans-là. Donc, peut-être c'est dans 50 ans que moi, je pourrais m'asseoir et dire qu'il faut qu'un Bamileke devienne président du Cameroun. Vous n'avez pas la tempérance. Vous n'avez pas le sens de l'État. Vos réflexions sont primaires. C'est-à-dire quelqu'un dit, ah, c'est ma soeur, il faut que je soutienne. Il ne cherche pas. Voilà. Vous n'êtes pas différent de moi. Vous m'avez déjà insulté, moi j'ai accepté et j'assume mes convictions. Moi, j'assume mes convictions et je vous ai dit que c'est dans ma culture que c'est imposé. Je vous ai expliqué, je vous ai donné les tenants et les aboutissants. Donc, pour ce soir, je me suis suffisamment exprimé sur la lutte, cette soi-disant lutte contre le tribalisme. En fait, les Bamileke savent que le frein pour qu'ils prennent tout au Cameroun, c'est ce rejet massif de leur culture par les autres, de leurs attitudes par les autres. Donc, ils se battent aujourd'hui en vous disant lutte contre le tribalisme. Donc, vous ne devez plus vous mettre ensemble comme eux, ils se mettent ensemble. Vous ne devez jamais vous mettre ensemble pour organiser comment développer vos villages. Alors que c'est ce qu'ils font. À Paris, vous voyez association des banques de femmes, association de ceci. Et c'est là-dedans qu'ils pensent au développement de leur village. Mais vous, dès que vous voulez déjà créer quelque chose pour vous mettre ensemble, ah, vous êtes tribaliste. Oui, ils veulent vous maintenir dans la dépendance. Et vous avez vu, à travers ce qui se passe, les concerts de vos stars, Ewundo et Boulou, que vous n'avez même pas une association, en France seulement, qui peut décider que vraiment, samedi prochain, tous les membres doivent aller soutenir Katino. Vous n'avez même pas les numéros de téléphone, vous ne savez pas, chaque personne vit comme un poussin égaré comme ça. Je n'avais rien vous dire, je vais vous observer. Moi, je suis la femme d'un blanc, je suis ici parce que je vis avec un blanc. Je ne suis pas venu me chercher. Je vous laisse à votre conscience. Et je vous informe que ce n'est que le début de ce que vous allez subir quand Biya va quitter le pouvoir. Parce qu'on va dire que c'est vous qui avez tout eu, alors que chacun de nous sait qu'il n'a rien. Que chacun de nous sait qu'il a un petit frère, une petite soeur, qui n'arrive pas à trouver un travail. Que sa mère est malade, elle n'arrive pas à se soigner. Mais on va mettre tout l'État du Cameroun sur vous. Et ce que vous verrez aujourd'hui, ce n'est que le début. Je ne comprends pas comment vous pouvez décider de boycotter des artistes, alors que c'est avec leur musique que vous animez les boîtes de nuit. Pourquoi il n'y a pas une action jusqu'à ce jour des petits pour dire que si ça se passe comme ça, voilà comment nous répondons. C'est simplement par individualisme. On dit, ah, ça concerne Katino. Où est notre problème? Quand elle mange souvent son argent, est-ce qu'elle me donne? Vous ne vous rendez même pas compte que c'est la culture de vos enfants, la culture que vous allez transmettre à vos enfants qu'on est en train de tuer. Chacun est dans son coin. Je me serais attendu à une réaction du ministre de la Culture. C'est vrai qu'ils sortent de campagne, ils ne savent pas encore qui va rester, qui va partir. Ne serait-ce qu'une réaction d'un homme politique d'envergure, on n'a pas. Parce que ce n'est pas normal. Si c'était en France, qu'on empêcherait à Johnny Hallyday, je ne sais pas, il est mort, quelqu'un de se produire aux États-Unis, le président français, les ministres français allaient dire quelque chose. Mais on a l'impression que, bon, voilà, on laisse faire, on laisse faire. C'est cette théorie du pourrissement qui exaspère les Camerounais. Les Camerounais en ont marre que
qu'on considère leur vie quotidienne comme la politique de la petite semaine. Les Camerounais ont besoin que si il y a un enfant qui a été brûlé, qui s'est brûlé à Oudja, qu'on voit le ministre de la Santé à son chevet. Il faut faire la politique autrement. La politique à la manière de Mitterrand, ça ne plaît plus à la génération Biya. Moi, je appartiens à la génération Biya. Je suis né en 82. Cette façon de faire la politique ne nous convient pas. Donc, j'interpelle les hommes politiques du Cameroun de faire la politique pour améliorer les conditions de vie des Camerounais et d'être aux côtés des Camerounais et de mettre le Camerounais au centre de toutes les préoccupations de l'État. Nous sommes conscients des enjeux, nous sommes conscients que la guerre contre Boko Haram, la guerre contre les séparatistes anglophones prend toute l'énergie, mais le Camerounais aussi a besoin de voir son ministre de la Santé au chevet d'une pauvre dame qui est tombée dans une bassine d'huile dans sa maison, comme ça se fait ici. À l'heure des médias et des réseaux sociaux, la façon de se comporter en tant qu'homme politique ne peut plus être la même. On a vu un enfant, une jeune fille qui a été égorgée au quartier éleveur. On se serait attendu que la ministre des Femmes parle, que la sécurité parle pour dire que désormais, nous allons protéger les enfants au Cameroun. On a attendu une communication officielle, gouvernementale. Rien ne s'est fait. Les Camerounais sont fatigués avec... ils ont l'impression qu'on les connaît simplement quand il y a les élections. Donc c'est un conseil aussi que je donne aux hommes et femmes politiques de notre pays, d'avoir une autre attitude vis-à-vis des populations. Donc j'ai suffisamment parlé. Je ne suis pas à un cours magistral. Je vais vous remercier de rester si nombreux à m'écouter et en vous disant qu'une prochaine fois, on aura une communication peut-être plus joyeuse. Pour ce soir, c'était tout simplement pour manifester mon ras-le-bol par rapport à tout ce qui se passe pour embrigader la culture beti en Occident, d'humilier la femme camerounaise et de traîner le drapeau du Cameroun au sol. Je vous remercie.